Le cyclisme est rempli de supposées règles simplistes qui sont très peu fiables dans la réalité. Malheureusement, plusieurs règles de positionnement morphologique tombent exactement dans cette catégorie. Bienvenue dans cette capsule présentée par Vélomag, le magazine cycliste numéro 1 au Québec, et aujourd'hui je vous énumère 3 règles de positionnement très répandues qui sont souvent problématiques. Premièrement, il y a celui de l'angle de flexion au genou comme point de référence principal pour déterminer la hauteur de selle. Pour ça, je vais vous conter une petite histoire qui s'est passée à mes débuts. J'ai une cliente qui se présente à moi avec des grosses douleurs au niveau lombaire, au niveau du devant des genoux et vraiment un inconfort général. Lorsque je prenais son angle au genou, j'arrivais à près de 40 degrés, ce qui, selon les normes établies, serait une selle trop basse. Puis en plus, l'idée générale est qu'une selle trop basse provoque des douleurs à l'avant du genou, ce qui était présent. Comme je commençais, c'est les méthodes qu'on m'avait enseignées, tout m'indiquait de remonter la selle. Mais malgré ça, j'avais vraiment l'impression que la hauteur de selle était beaucoup trop haute. Donc au-delà des règles, j'ai commencé à abaisser la hauteur de selle. Premièrement de 1 cm, puis 2, puis 3, puis 4. Je me suis rendu à abaisser la selle de même jusqu'à 5 cm. Quel angle au genou croyez-vous qui était résultante 5 cm plus bas? Exactement le même angle de 40 degrés. Parce que oui, cette cycliste, selon ses limitations et sa morphologie, c'était une bonne zone pour elle d'angle de flexion du genou. Puis elle compensait la hauteur de selle beaucoup trop grande en pointant avec les pieds de façon excessive et avec un basculement du bassin latéral qui était très grand. Mais selon la règle de l'angle de genou, fallait que je la mette plus haut. Donc non, dans le cycle de pédalage, faut pas focaliser simplement sur le genou. C'est un facteur parmi plusieurs, puis même tant qu'à moi, c'est même pas le plus important. Il faut observer d'autres choses comme la dynamique de mouvement des pieds et surtout, très important, la dynamique du mouvement du bassin. Parce qu'en plus, c'est une mesure que j'ai prise de façon statique, donc à l'arrêt. Puis avec l'expérience, je me suis rendu compte qu'il y a vraiment des souvent très grosses différences entre ce qu'on mesure avec un goniomètre versus la réalité dynamique en pédalant. Donc simplement établir la hauteur de selle en fonction d'un angle de genou, ben non, ça va donner un positionnement très générique et non pas un positionnement personnalisé qui va prendre en compte votre propre physionomie. Deuxièmement, il y a la fameuse règle du fil de plomb pour déterminer le recul de selle. L'idée que c'est mieux pour développer plus de force et de mettre moins de pression sur les genoux, ça vient surtout de l'idée comme un mouvement de squat. Mais un pédalier, c'est un système rotatif, libre, et non pas un piston avec un mouvement purement vertical appuyé sur une surface horizontale fixe. Si on avance ou on recule la selle, on va principalement changer en termes de rotation la position de les différentes phases de pédalage. Mais non, on ne va pas drastiquement changer la séquence ou diminuer les phases de puissance. Mais là où le recul de selle a une grosse influence, c'est sur la répartition de masse. Une selle qui est beaucoup plus avancée vers l'avant va projeter la masse beaucoup plus vers l'avant, tandis que plus reculée vers l'arrière va ramener la masse plus vers l'arrière. Donc, par exemple, si vous avez un très long torse, une bonne masse au niveau du haut du corps, des problèmes d'engourdissement des mains ou des muscles stabilisateurs du haut du corps plus faibles, c'est tous des facteurs qui encourageraient vraiment d'avoir des grands bénéfices de reculer davantage la selle. Puis si votre dynamique est complètement inverse, que vous avez un petit trot, peu de masse, des bons stabilisateurs et aucun problème d'engourdissement des mains, vous pouvez fort probablement améliorer votre position en avançant un petit peu vers l'avant. Puis oui, ça va avoir une influence sur la conduite aussi, donc l'adapter en fonction des disciplines. Parce qu'un autre problème de cette règle-là, en plus, c'est que si on détermine qu'une certaine personne a besoin d'une hauteur de selle plus basse pour quelconque raison, on va baisser la selle, ça va faire devancer le genou. Et là, si on remet avec la position, dans le fond, avec le fil de plomb, dès qu'on baisse la selle, on va reculer aussi la selle, ce qui amène le bassin en antéversion, ce qui crée plus d'extension avec le guidon. Donc, potentiellement, on vient juste créer plus de problèmes que d'en régler. Un bon test que vous pouvez faire à la maison, ce serait sur une base d'entraînement avec une résistance pas trop élevée, quelque chose qu'on garderait justement pour une plus longue sortie, de relâcher les mains sur le guidon sans vous pousser et d'essayer graduellement de relever le torse vers le haut. Si vous avez tendance à basculer vers l'avant, à glisser sur la selle ou à être obligé d'avoir une forte augmentation de la cadence directement au moment qu'on relâche, c'est peut-être un symptôme que vous avez trop de masse vers l'avant, donc vous pourriez bénéficier d'un recul de selle plus vers l'arrière. Mais si tout est stable, vous pouvez essayer de ravancer la selle vers l'avant, refaire le test et encore valider, voir si tout est stable encore.
Et troisièmement, il y a la règle d'ajuster le recul de cale en fonction de la position des métatarses. Ça consiste à aligner le centre de la cale avec la première métatarse qui va être un peu cette bosse située sur l'intérieur du pied à la première jointure des orteils. Cette règle-là date du temps que les cyclistes avaient des chaussures en cuir flexibles et des pédales à cale-pied. Dans ce temps-là, étant donné que la chaussure avait pas une semelle rigide, c'était plus valable d'un point de vue confort parce que si on reculait trop la cale, ça mettait de la pression sur l'arche étant donné que la chaussure avait pas de corps et dans le fond fléchissait beaucoup trop. Aujourd'hui, on a des pédales automatiques avec des chaussures avec des semelles 100% rigides. Donc la dynamique est totalement différente. Mais pourquoi que la règle perdure encore? Il y en a qui ont un peu modernisé cette règle en l'alignant sur le troisième métatarse ou plutôt dans le fond entre la jonction entre le premier et le cinquième métatarse. Mais honnêtement ici, moi en studio, quand j'observe des facteurs objectifs comme la stabilité des pieds, la stabilité latérale des genoux, la stabilité du bassin et même la cartographie de pression de selle, j'observe de façon presque systématique un avantage dans le fond, une amélioration en reculant les cales encore plus par rapport à ces règles-là, que ce soit l'ancienne règle ou la nouvelle règle modernisée. Ultimement, placer la cale trop vers l'avant, ça crée souvent un effet de levier qui est désavantageux, qui va créer une fatigue musculaire plus accélérée, qui va vraiment déstabiliser, avoir moins bonne stabilité au niveau du pied, souvent au niveau des genoux aussi, donc ça va créer des douleurs aux genoux, des douleurs lombaires en raison de l'instabilité au niveau du bassin et des inconforts de selle aussi en raison de l'instabilité du bassin. Placer la cale 10 à 20 mm en arrière du premier métatarse, ça peut souvent être un bon point de départ, mais souvent ça peut même être encore plus que ça. Plus vous êtes un cycliste qui favorise les longues sorties en endurance, plus qu'un recul de cale vers l'arrière aussi est avantageux pour votre pratique. Puis honnêtement, les conséquences d'une cale trop reculée sont beaucoup moins grandes qu'une conséquence d'une cale trop avancée. Donc j'espère que ça vous donne des pistes de solutions pour votre positionnement. Si vous voulez me voir ici en studio à Mont-Tremblant pour un positionnement, évidemment vous pouvez me contacter ou prendre rendez-vous en ligne. À la prochaine!